mais nous, on a quand même, elle nous a quand même donné cette opportunité de mener une étude sur le rôle du crowdfunding en Tunisie en tant qu'instrument de relance économique post-Covid. Nous avons tenté d'explorer la contribution potentielle de ce mécanisme innovant de financement à l'économie tunisienne et bien sûr en parallèle aux efforts considérables qui sont mis en œuvre par le gouvernement tunisien pour pallier les conséquences de cette crise. Donc notre webinaire aujourd'hui, on va donc prendre l'occasion de présenter et discuter les résultats de cette étude. Je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Salah Ben Youssef, ministre de l'Industrie et des PME, pour son mot de bienvenue. Monsieur le ministre, je vous en prie. Bonjour, je vous remercie tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Le crowdfunding, c'est une loi qui a été développée en approche participative. Il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu plusieurs personnes et plusieurs instances qui ont essayé de proposer, de mettre sur la table, disons, de l'ARP un projet de loi. Il y avait, et ça c'est avant que je prenne mes fonctions, hein, ça a été fait par mon prédécesseur, par les équipes qui me précédaient. Donc il y a eu la présidence du gouvernement, le ministère de la Justice, le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie, l'UTICA, la Connect ou le Connect, je ne sais jamais. Hein. Donc ces gens-là ont préparé un projet de loi et il est à l'ARP. Et donc le crowdfunding, c'est un autre moyen de financement qui est pour nous qui est un outil innovant, mais qui est utilisé partout ailleurs depuis quelques années déjà. Hein. Et je pense en Tunisie, le recours d'accès au financement est toujours assez compliqué, surtout par les moyens classiques. Et je pense que le crowdfunding peut ouvrir d'autres portes et réduire un petit peu l'obstacle du financement des petites PME. Comme vous le savez, nos PME en Tunisie ont toujours un besoin en fonds de roulement, disons, négatif. Ils ont des problèmes de sous-capitalisation. Il y a toujours un problème de liquidité. Et ce problème de liquidité s'est accru avec la crise du Covid-19 en ce moment. Les gens ont été en confinement depuis quelques mois. La demande s'est tarie et là, bien sûr, il y a eu une baisse d'activité très, très importante. Donc, le problème des entreprises actuellement, c'est vraiment le manque de liquidité. Et pour maintenir à flot le tissu économique, il faut injecter beaucoup de trésorerie, beaucoup de liquidité. Et ça, c'est ce qu'on voit partout ailleurs dans le monde. Et en Tunisie, on essaie de faire la même chose. On a proposé des outils de financement. Et je pense que le crowdfunding vient à point nommé si on arrive à mettre en place cet outil très, très rapidement. On ne peut pas attendre. C'est difficile de passer par des chemins classiques. On a vraiment besoin de financement et très, très vite. C'est une question, je dirais, de vie ou de mort pour certaines entreprises et presque pour tout le tissu économique. Donc, je pense que c'est pas le seul outil. Hein. Vous savez, dans le monde entier, il y a des métiers qui disparaissent, il y a d'autres métiers qui naissent en ce moment. Et là, ça devient de plus en plus rapide. Et le financement classique, je ne dirais pas qu'il est arrivé à son terme, mais il ne peut plus donner satisfaction à toutes les demandes. Et l'outil de financement, le crowdfunding, et peut-être d'autres outils qui sont en train d'être développés. Hein. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait bientôt des financements via le web, enfin, ou même du troc. Pourquoi pas du troc, hein, sans qu'il y ait d'argent. On voit bien qu'il y a d'autres monnaies qui sont en train d'être promues, comme le Bitcoin et tout. Ça change, hein, il y a une évolution très, très rapide. Donc, c'est vrai, le crowdfunding, c'est un outil indispensable, innovant pour la Tunisie, mais déjà, il n'est pas très, très innovant par rapport au reste du monde. Donc, bon, maintenant, en Tunisie, en ce moment, surtout en ce moment, nous recherchons des moyens de financer les entreprises, qu'elles soient de taille moyenne, de grosse taille ou de petite taille. Hein. Et je pense que le crowdfunding, vraiment, il peut faire des choses importantes et peut suppléer à l'offre des établissements financiers qui eux-mêmes ont certains problèmes à faire face à toute la demande de trésorerie. Hein. Parce qu'il y a un problème. Vous savez, les banques travaillent avec les garanties, il leur faut des garanties. Nous avons mis en place il y a quelques années
les fonds, les SICAR, pour trouver des financements alternatifs. Et je pense dans la même lignée, je pense que le crowdfunding vient à un point nommé. Et si on arrive à mettre en place cet outil très rapidement, peut-être que ça nous aidera plus à sortir plus rapidement de la crise et à relancer l'économie de la Tunisie. Bon, juste une petite chose, malheureusement, je dois, je ne vais pas rester très longtemps avec vous. C'est malheureux, hein, j'aurais souhaité participer avec vous parce que c'est un sujet, c'est une thématique très très importante. Mais bon, je n'ai pas le don d'ubiquité. Je peux être ou là ou ailleurs. Et comme ailleurs, je ne peux pas ne pas y être. Donc, je vais essayer. Monsieur Omar Bouzawed va me remplacer. Je pense qu'il est au courant de tous les tenants et les aboutissants de cette loi, qui, à mon sens, lui manque quand même un fondamental important, qui sont les dons. C'est-à-dire, on n'a pas prévu les dents, et ça, M. Omar Bouzawed vous donnera peut-être beaucoup plus d'explications que moi. Et c'est dommage. C'est-à-dire, on s'est rabattu sur deux outils, deux sous-outils, deux compartiments du crowdfunding. On n'a pas été très ambitieux, on n'a pas ouvert, et peut-être, bon, c'est le premier pas, et peut-être qu'on va ouvrir de champs par la suite d'une manière plus large, et beaucoup plus rapidement peut-être. Voilà, je vous souhaite bonne chance. C'est une discussion qui va être très intéressante. Je suis désolé de ne pas être avec vous, hein, mais je pense que j'attends le retour de ce webinaire avec impatience. Je vous dis bon travail. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, c'est très gentil. Merci pour votre allocution, pour votre soutien qui est grandement nécessaire. Et puis, vraiment, vous avez souligné des points très importants, dont le manque du don. Mais on en parlera un peu plus et on espère que c'est un début. J'invite maintenant Monsieur Omar Bouzouada, directeur général de l'API, pour son mot d'ouverture. Monsieur Bouzouada. Merci, merci, Monsieur le Ministre, pour cette allocution d'ouverture, malgré vos engagements. Donc, on va continuer nos travaux. Merci, Expertise France. Je dois tout d'abord remercier le projet Innovi pour cette initiative et pour cette collaboration fructueuse, je pense. Maintenant, je veux rappeler juste que depuis longtemps, l'API a lancé une étude sur les mécanismes de financement en Tunisie en 2015. Et là, c'est le fruit de cette étude. À cette occasion, on a voulu rassembler les acteurs incontournables dans cette démarche. C'est mesdames et messieurs les députés que je dois les saluer et les remercier pour cet intérêt pour cette loi, pour leur présence à ce webinaire. Je dois remercier aussi l'équipe qui a travaillé sur ce projet. L'équipe, on a adopté une approche participative. On a participé pratiquement toutes les structures, comme a dit Monsieur le Ministre, toutes les structures intervenantes dans ce domaine-là, le domaine de financement. À ce titre, je tiens à citer la Banque centrale, le CMF, les ministères, pratiquement tous les ministères ont été présents avec nous, les associations professionnelles, l'UTICA, Connect. Nous avons eu pas mal de réunions, de rencontres, des journées aussi, on a organisé des journées, un séminaire national, des projets qui ont été présentés, discutés, et par la suite, on a revenu sur pas mal de points et enfin, on a présenté un projet qui a été donc validé par le Conseil des ministres et déposé à l'ARP depuis le mois de février. Maintenant, on attend l'approbation, on attend les discussions. Je ne vais pas m'attarder à parler et je veux optimiser cette heure-là pour s'inspirer et exploiter au maximum le territoire de M. Arnaud Poissonnier pour discuter avec lui, pour qu'il nous donne les expériences réussies qu'il a vécues, son expérience à tort et à travers. Il a travaillé assez sur ce sujet, il a une expérience. Donc, je
je vais lui céder la parole. Je vais vous laisser entendre son intervention et on reste à votre disposition à tout sujet, pour toute coopération. Merci encore à tous les présents à ce séminaire, quelle que soit leur appartenance, parce que j'ai vu qu'il y a on les appelle spectateurs aujourd'hui, mais ils peuvent intervenir. Ils ont, tout le monde a donc la possibilité d'intervenir, que ce soit directement, que ce soit en nous contactant pour pouvoir parvenir à ériger un nouveau système de financement pour pouvoir contribuer au développement et à la relance de notre tissu économique qui vraiment maintenant a besoin de ce genre d'initiatives pour booster soit l'investissement ou relancer l'économie. Et merci donc pour votre attention. Merci Monsieur Bouzouada, merci pour ces mots d'introduction aussi. Et je vous rejoins quand vous dites que ce chantier-là, c'est un très bon exemple de collaboration entre le secteur public et les secteurs privés. Et on espère en voir encore plus en Tunisie. Monsieur Arnaud Poissonnier, c'est à vous. Je vous laisse présenter donc les résultats de votre étude. Et on va, comme on disait au début, nous on va dédier la fin du webinaire, bien sûr, pour répondre aux questions de nos participants, que je voudrais d'ailleurs remercier pour leur engagement, hein, puisque nous avons déjà reçu de très, très nombreuses questions. Arnaud, s'il te plaît. On va pas avoir. Merci, merci Mazen, merci Monsieur Bouzouada, merci aussi à Monsieur le Ministre qui nous a quittés. Effectivement, on risque de pas avoir de manquer de temps pour les questions qui risquent de se poser. Alors, d'abord sur le contexte général de cette étude, effectivement, l'idée c'était de brosser toutes les problématiques du crowdfunding dans un contexte tunisien de relance post-Covid. Alors, l'étude est assez étoffée parce qu'elle va aborder tout un tas de sujets. Elle va aborder l'historique, la relation historique de la Tunisie avec le crowdfunding. Elle va aborder le sujet des conséquences de la crise du Covid et de ce qu'il faut faire et des mesures d'ailleurs que le gouvernement a déjà prises pour faire face au Covid. Bon, ça. Et puis dans un troisième temps, l'étude va essayer de montrer de manière un peu pédagogique en quoi le crowdfunding est contributif d'une dynamique économique dans un pays et enfin en quoi très ponctuellement et très concrètement, effectivement, les outils du crowdfunding pourraient aider dans le cadre d'une stratégie post-Covid. Alors, ce que je vous propose, parce qu'on n'a pas un temps infini, bien entendu, je vous propose de brosser rapidement une partie de cette étude et que je me propose avec vous, c'est déjà pour les nombreux présents, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous suivent sur Facebook, qui viennent de tous horizons, que ce soit des porteurs de projets intéressés par le crowdfunding, que ce soit des gens de l'écosystème entrepreneurial en Tunisie, que ce soit des parties prenantes, vous disiez très justement, donc, à cet exercice collectif de rédaction du projet de loi à l'époque. Et donc, ce que je vous propose, c'est en deux temps. D'abord, de revenir quand même pour tout le monde, de faire un peu de pédagogie pour vous réexpliquer un petit peu comment fonctionnent globalement ces fameux outils de crowdfunding, parce que le crowdfunding est une famille large avec des outils qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, de rebrosser un petit peu la typologie des outils, la façon dont ils fonctionnent. Et puis, dans un deuxième temps, effectivement, d'essayer de mettre le doigt sur ce en quoi les outils du crowdfunding pourraient aider la Tunisie le plus vite possible, comme disait très justement le ministre et vous-même, Monsieur Bouzouada, comment les outils pourraient éventuellement contribuer à un rebond ou à une relance de l'économie en Tunisie. Donc voilà le chemin que je vous propose ensemble dans les 20 minutes qui vont suivre, puis effectivement après on se prêtera au jeu des questions-réponses. Mais dans un premier temps, on avait envie de s'amuser un petit peu avec vous. Et donc, on avait envie de tester, ça tombe bien parce que ça sera anonyme, donc vous ne vous exposez pas, ne vous inquiétez pas, mais on avait envie de tester vos connaissances en crowdfunding et on vous propose, pour commencer cet échange, 3 petites questions sous forme de QCM que je vais vous présenter et on vous propose d'y répondre chaque fois très très vite. Vous allez voir, ça va sonder un petit peu votre niveau de connaissance sur le crowdfunding. Alors encore, c'est un petit clin d'œil. Et je vous propose de commencer tout de suite par alors évidemment, si mon slide, voilà une première question que je vous propose. Alors, je crois qu'elle va s'afficher, c'est ça, et on va pouvoir… voilà, et vous avez. Donc, première question que je vous pose, quelle est la plus grosse collecte en dons récompenses
sur Kickstarter. Kickstarter, c'est l'un des plus gros sites de crowdfunding au monde américain. Donc voilà, je vous propose pour les présents de quelques secondes pour choisir le montant, la plus grosse collecte en crowdfunding sur Kickstarter. Alors, je ne sais pas si on voit les résultats s'afficher en direct ou je ne sais pas comment ça se passe. Nous, moi, j'ai le truc, mais je n'ai pas le droit de voter. OK, on va voir si déjà on a beaucoup de réponses. Je ne sais pas si on va avoir beaucoup de réponses. Allez, on va dire que le temps passe. Est-ce qu'on voit tout de suite les réponses? Je ne pense pas, mais on peut passer à la deuxième question. OK, alors je vous propose, de fait, il y en a trois. Donc, je vous pose la deuxième question. Quel est le montant levé, le montant collecté globalement par le crowdfunding dans le monde en 2019? Ah, ben voilà, on a la réponse de la première. Avec une collecte maximum de 32 millions de dollars, 56% des réponses. Bah, écoutez, bravo, parce que c'est effectivement la bonne réponse. On en reparlera rapidement tout à l'heure. Donc, une entreprise américaine qui a levé sur plusieurs campagnes sur Kickstarter 32 millions de dollars. Bravo à tous. Deuxième question, quel est le montant collecté par le crowdfunding dans le monde en 2019? Donc, tous outils confondus, on va en parler après. Donc, 340 millions de dollars, 3,4 milliards de dollars, 34 milliards de dollars ou 340 milliards de dollars. Allez, en sous-clin d'œil, n'y voyez aucune offense, j'ai mis le montant cumulé comme indice de la collecte en crowdfunding pour l'Afrique l'année dernière. Allez, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Il faut que le montant des participants dans la visioconférence augmente. Je ne sais pas combien il y a de personnes présentes sur Facebook. En tout cas, bienvenue à vous tous. Voilà, et donc on va dire, j'espère que vous avez tous bien répondu. On va avoir la réponse, donc j'imagine, qui va nous tomber. Ah, là, c'est plus partagé. Donc, il y a une grosse hésitation entre le 3,4 milliards, le 34 milliards et les 340 milliards. Donc, il y a des gens qui sont très, très ambitieux pour le crowdfunding. Mais c'est à nouveau la majorité qui l'emporte, puisque, effectivement, la collecte estimée dans le monde l'année dernière est autour de 34 milliards de dollars. C'est quand même une somme assez colossale. Il y avait des études il y a quelques années qui avaient estimé que le potentiel de collecte du crowdfunding dans les 10 ans qui viennent, c'était aux alentours de 1000 milliards de dollars. Donc c'est vous dire quelque part l'ampleur de ce phénomène qu'on connaît depuis une dizaine d'années. Et enfin, une dernière petite question, je ne sais pas si c'est la plus facile, mais lequel de ces sites n'est pas un site de crowdfunding? Donc Indiegogo, KissKissBankBank, CoFoundly ou CrowdShow. Il y a des noms qui doivent faire écho chez vous. Il y en a qui sont très connus, il y en a qui sont moins connus. Voilà, écoutez, je vous laisse répondre. Pour vous donner, il y a des milliers de plateformes de crowdfunding dans le monde. Donc, il y en a près de 3000 dans le monde. Et encore, on ne compte pas la Chine, où il y en a des dizaines, j'ai à dire, toutes les semaines. Voilà, alors on va voir notre petite réponse. Donc, pour l'instant, tout le monde a bien répondu aux questions, en tout cas en majorité. Petite réponse va-t-on avoir? Alors, on a le site qui n'est pas un site de crowdfunding et donc on nous propose Indiegogo. C'est vrai que ça fait un peu truc de gogo. Et ben écoutez, je ne veux pas dire que je suis content, mais ça justifie ma position d'expert avec vous ce soir, puisque non, Indiegogo est bien une plateforme de crowdfunding. C'est la deuxième plus grosse plateforme de dons-récompenses aux États-Unis derrière Kickstarter, c'est Indiegogo. Et en fait, celui qui n'est pas une plateforme de crowdfunding que j'ai inventé derrière mon écran hier, c'est CrowdShow, qui n'existe absolument pas. Bon, je suis content, j'ai réussi à vous coincer. En tout cas, bravo, parce que les réponses sont quand même vraiment intéressantes et on voit qu'il y a de la connaissance derrière les écrans. Alors, j'ai envie de dire, je vais vous poser une quatrième question, mais je me suis posé moi une question de me dire, mais au-delà de la reconnaissance que j'ai envers vous tous de m'avoir invité à animer cette conférence, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et en fait, après quelques jours de réflexion sur la raison pour laquelle je suis avec vous, eh bien, j'ai trouvé la réponse, et la réponse, je vais vous la donner, elle est là, la réponse. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien lire ce que je vous présente. Je vais peut-être la rapprocher un petit peu du… Voilà. Je me mets en dessous, vous voyez mes yeux, je suis en train de vous présenter un faux chèque, pardonnez-moi, de 2,5 milliards de dinars tunisiens.
Qu'est-ce que c'est que ce chèque? C'est tout simplement une extrapolation que nous nous sommes amusés à faire d'une étude de la Banque mondiale qui a été faite il y a quelques années et qui estimait que le potentiel du crowdfunding pour les pays en développement émergent était de 96 milliards de dollars. Et à partir de là, on a fait une extrapolation. On s'est dit, sur ce potentiel du crowdfunding pour les pays en développement et émergents, quelle pourrait être la part de la Tunisie? Eh bien, on est tombé sur le chiffre de 2 milliards 500 millions de dollars tunisiens. Donc voilà tout simplement l'enjeu de la conversation d'aujourd'hui. J'ai envie de dire, je pourrais finir la conférence tout de suite, j'ai rien qu'avec ce chiffre. Si vous travaillez bien le sujet en Tunisie, si vous avez une loi qui est bien faite, eh bien voilà peut-être le potentiel qui est devant vous pour financer la dynamique de l'économie et de l'activité dans le pays. Donc je pense qu'effectivement, et Monsieur le ministre l'a dit, ça vaut le coup de réfléchir sur ce sujet parce que les potentialités sont absolument énormes. Mais avant de revenir dans l'utilité du crowdfunding pour la Tunisie, notamment post-Covid, je voulais refaire un petit peu avec vous, partager un peu des éléments de langage ou des éléments de pédagogie. D'abord, globalement, je vous dis, l'univers du crowdfunding est un univers très, très vaste avec des milliers de sites de par le monde, mais globalement, après, il y a plein de sous-catégories, mais on retrouve dans le monde du crowdfunding les trois grands outils dont Monsieur le ministre a parlé tout à l'heure, qui sont les outils de dons et de dons-récompenses, donc la grande famille du don, la famille du prêt, du crowdlending, et la famille de l'investissement. Donc le don, on voit tous ce que c'est, évidemment. Le prêt, on va prêter à des projets et puis on va être remboursé. Et l'investissement, la possibilité offerte en quelques clics, qui est assez révolutionnaire depuis quelques années, d'investir au capital d'une entreprise, d'une start-up, via ces fameuses plateformes de crowd equity. Mais quand on a dit ça, on connaît tous un peu ces grands outils du financement participatif ou du crowdfunding. Moi, il y a une typologie des outils de crowdfunding que je préfère à celle des trois outils. C'est l'idée de se dire qu'en fait, certes, on a une famille de trois outils, mais on a surtout une famille qui est divisée en deux jambes. Et ces deux jambes, qu'est-ce que c'est? C'est une autre façon de voir le crowdfunding. Ça consiste à diviser tous les outils du crowdfunding en deux grandes familles. Une première famille que j'appelle les outils de crowdfunding d'épargne et une deuxième famille que j'appelle les outils de crowdfunding d'autocollecte. Alors, les outils de crowdfunding d'épargne, c'est facile à comprendre. En fait, on est sur des outils d'épargne qui proposent aux contributeurs, comme on les appelle, aux crowdfunders, ou ce qu'on veut, tout simplement de prendre une partie de leur épargne pour placer cette épargne sur des plateformes de financement de projets, mais avec un espoir fondamental qui est un espoir de retour sur investissement. Ça, c'est vraiment la famille du crowdfunding d'épargne. Et puis, il y a une autre grande famille que j'appelle la famille du crowdfunding d'autocollecte, qui est une famille d'outils de crowdfunding dans laquelle on va proposer à un porteur de projet, et là, je ne parle pas d'épargnant, je parle de porteur de projet, d'utiliser la plateforme de crowdfunding pour lever de l'argent essentiellement autour de lui. Donc, la plateforme va être un facilitateur pour le porteur de projet qui va permettre au porteur de projet de lever de l'argent autour de lui. C'est ce que j'appelle l'autocollecte. Alors, quand on regarde un petit peu les deux philosophies d'outils, elles sont complètement différentes. Quand on regarde les sites de crowdfunding d'épargne, en fait, ce sont des sites qui vont certes chercher des projets à financer, mais surtout qui vont chercher des épargnants. Ce sont des sites qui vont prospecter, ce sont les sites qui vont prospecter les épargnants, qui vont aller chercher les épargnants là où ils sont, c'est-à-dire dans les banques, qui vont aller chercher ces épargnants en faisant du marketing, de la publicité, pour convaincre les épargnants que dans le pays, il y a un nouveau moyen, un nouvel endroit et un nouveau moyen d'épargner que sont ces plateformes de crowdfunding d'épargne. De l'autre côté, vous avez ces fameux outils d'autocollecte, de crowdfunding d'autocollecte, qui fonctionnent de manière très, très différente. La philosophie de ces sites, ça va consister à recruter des projets, non pas des épargnants, mais c'est d'aller séduire des porteurs de projets, de manière à ce que ces porteurs de projets viennent référencer, faire agréer leurs projets sur ces plateformes. Et une fois qu'ils sont agréés, ce sont les porteurs de projets qui vont collecter autour d'eux. C'est ce qu'on appelle la fameuse autocollecte. Et ça, ce sont deux univers qui n'ont strictement rien à voir, tant sur leur façon de fonctionner, tant sur le type de projet qui vont fonctionner, mais aussi très important, et je vais faire écho sans cesse à ce que disait monsieur le ministre et monsieur Bouzouada tout à l'heure, tant aussi sur la rapidité de déploiement de ces outils
dans un pays dès lors qu'un pays se dote d'une réglementation sur le crowdfunding. Alors, quand on regarde les plateformes d'épargne, les plateformes d'épargne, ce sont tout simplement les sites de prêt et les sites de crowd equity, donc les sites d'investissement. Qu'est-ce qui se passe sur ces plateformes? Ce sont des plateformes qui, certes, vont chercher des projets, et elles vont aller chercher des projets, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur, des projets d'entreprises qui ont besoin de renforcer leurs fonds propres sous forme d'investissement ou qui ont besoin de renforcer leur trésorerie sous forme de dette. Donc, ces sites vont aller chercher ces projets, mais surtout vont draguer, vont prospecter des épargnants qui veulent placer leur argent autrement que dans un compte en banque qui peut éventuellement ne rapporter que très peu d'argent. Et donc, ces sites vont rentrer dans une démarche de marketing qui va être une démarche très lourde. Ça coûte beaucoup d'argent, on le voit dans tous les grands pays qui ont développé le crowdfunding, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent que d'aller prospecter des épargnants. Il faut faire des campagnes marketing, il y a un temps de maturation assez lent pour que les gens se disent « Ah bah ouais, je vais aller voir, j'ose prendre le risque de sortir mon épargne de la banque pour aller ces nouvelles plateformes alors qu'on ne les connaissait pas, on ne sait pas si elles sont sérieuses, etc. » Donc, on est sur un outil qui est très particulier, mais qui ressemble un peu, quelque part, aux outils de la banque. Et surtout, ces plateformes, et là, je vais refroidir un peu l'atmosphère sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, notamment sur l'intérêt de ces plateformes pour aller financer des entreprises qui cherchent de l'argent. C'est vrai. Des entreprises vont aller lever de l'argent en dette ou en fonds propres sur ces outils. Cela étant, dans un pays, dès lors que vous avez plusieurs plateformes de prêt et d'investissement qui sont en concurrence, eh bien, toutes ces plateformes ont un enjeu vital qui est d'aller proposer aux épargnants, aux crowdfunders, aux investisseurs, des entreprises de très grande qualité. Parce que la première plateforme, puisqu'on parle d'épargne, la première plateforme qui va proposer aux crowdfunders une entreprise de merde, excusez-moi, ou une boîte qui fait faillite dans les 6 mois, eh bien, les épargnants qu'elle est allée chercher en leur disant « Moi, je vous offre un nouveau produit d'épargne », les épargnants vont être déçus et ils vont quitter le site. Et ils vont voir soit quitter le système, soit aller chez les concurrents. Et donc, du coup, toutes ces plateformes, dès lors qu'elles sont en concurrence, et dès lors que la réglementation les autorise, sont très, très sélectives. Elles ne vont accepter sur leur site que des entreprises de très bonne qualité. Alors, ça peut être des entreprises qui ont une problématique, une difficulté passagère, comme en ce moment, mais néanmoins, ces plateformes vont agréer des entreprises qui sont des entreprises pérennes, durables, viables sur la durée. C'est la raison pour laquelle tous ces sites ont un taux de sélection qui est extrêmement élevé, faible dans le monde. On parle d'un taux d'acceptation des dossiers compris entre 1 et 5%, qui fait qu'il ne faut pas, je veux dire, il ne faut pas rêver, mais ces plateformes ne vont pas être faites pour toutes les entreprises. Il faut le savoir au début, parce qu'elles ne vont pas répondre aux problématiques de toutes les entreprises. On l'a vu en France, il y a plein d'entreprises qui avaient des difficultés, qui sonnaient à la porte des sites de prêt et en fait qui se faisaient jeter tout simplement parce que leur bilan n'était pas assez solide. Et dans tous les pays du monde, on retrouve ce phénomène. Les plateformes de prêt et d'investissement sont fondamentalement des plateformes qui sont assez élitistes. Donc, il faut l'avoir à l'esprit quand on veut lancer une loi de ce type-là dans un pays. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des plateformes d'épargne. À l'inverse, les plateformes d'autocollecte, et dans l'autocollecte, là encore, ce sont des plateformes qui sont dédiées à des porteurs de projets qui sont capables de collecter de l'argent autour d'eux. Eh bien, on retrouve les deux autres outils du crowdfunding, qui sont les outils de dons et de dons récompenses, le fameux don récompense, Indiegogo, Kickstarter, KissKissBankBank en France, etc., etc. Et là, c'est très intéressant parce que, comme je vous le disais, c'est des plateformes qui vont prospecter des projets et qui vont dire au projet, moi, fondamentalement, je ne vous apporte pas des contributeurs, je vous apporte un outil qui va vous permettre de collecter autour de vous. Et ces plateformes de dons récompenses, notamment, sont extrêmement populaires parce qu'évidemment, elles s'adressent à absolument tout le monde, à n'importe quel porteur de projet. Et c'est sur ces plateformes qu'on va pouvoir financer tout un tas de petits projets, des projets culturels, des projets sportifs, festifs, etc. Il y a une infinité de typologies de projets qu'on va pouvoir financer là-dessus par le don récompense, que ce soit des projets d'entreprise, que ce soit des projets personnels, culturels, des projets de mise à l'emploi, etc. C'est beaucoup plus vaste et surtout, ça se développe très, très rapidement parce que dès lors que vous adressez le message à tous les porteurs de projets d'un pays, qu'avec ces outils, si vous êtes agréé par la plateforme, vous allez pouvoir collecter autour de vous, mais les gens, ça se collecte tout seul. Il n'y a rien de plus efficace que l'autocollecte, c'est-à-dire il n'y a rien de plus efficace que ma capacité à collecter autour de moi.
Hein, tous les gens qui s'intéressent au crowdfunding ont vu, la première chose qu'on voit quand on s'intéresse au crowdfunding, c'est ce fameux schéma des cercles concentriques. Je suis très, très, très efficace à collecter auprès de mes proches. Quand je vais demander à ma frangine, à mes amis de mettre de l'argent dans mon projet, ils vont mettre de l'argent sans même regarder mon projet. Les amis de mes amis vont faire confiance à mes amis et puis vont aussi mettre de l'argent. Donc, c'est incroyablement efficace. Il a été montré que prospecter des proches et des amis est 100 fois plus efficace que quand une entreprise d'épargne fait de la publicité dans les médias pour prospecter madame n'importe quel des épargnants qu'elle ne connaît pas. D'accord ? Donc, on est sur une mécanique, cette fameuse mécanique d'autocollecte qui est extrêmement puissante. Et surtout, au-delà de tous ces petits projets qui vont se financer par de l'autocollecte, on s'est aperçu au fil des années que le don récompense était sans doute l'outil le plus efficace de prospection des startups. Et ça a été une découverte, c'est qu'il y a dans l'univers du don récompense, de tous ces petits projets qui sont financés sur ces plateformes, et bien progressivement, il y a des startups qui se sont mis à lancer leur entreprise, à lever des fonds pour tout simplement amorcer leur start-up. Et elles l'ont fait d'une manière très, très originale. C'est ce qu'on a appelé très vite la pré-vente. Je faisais un petit clin d'œil tout à l'heure. La pré-vente, c'est toutes ces start-up qui vont dans la mécanique de don-récompense. La mécanique de don-récompense, vous allez donner de l'argent à un projet et en échange, pour vous remercier de votre don, qui n'est pas juridiquement pas tout à fait du don, mais peu importe, en remerciement, on va vous attribuer une rétribution, la fameuse récompense. Eh bien, lancer une start-up fonctionne extrêmement bien avec cet outil quand vous lancez un nouveau produit, puisque vous allez lancer une collecte d'argent et la récompense, ça va être le produit qu'avec l'argent levé, vous allez pouvoir produire. Et donc, c'est ce qu'on appelle la pré-vente. Et en fait, au fil des années, on s'est aperçu que le don récompense était utilisé par énormément de start-up pour lancer des produits, pour lever de l'argent, pour lancer un business, pour faire des études de marché, parce que quand vous lancez un produit sur une plateforme de don-récompense et que personne n'achète votre produit, ça veut peut-être dire que votre produit n'est pas bon, n'intéresse pas le public, etc., etc. Et là, dans ce cas particulier des startups et de la prévente, on sort du don-récompense, on n'est plus sur de la collecte autour de soi, on est sur de la recherche de clients, on est sur du lancement de produits et on est sur du financement clairement d'entreprises. Aujourd'hui, suivant les pays, entre 30 et 50% des startups se financent par le don récompense. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et donc là encore, ça va très vite. Sur les grands sites de don récompense, on voit que 25% des collectes ne sont pas des collectes d'autocollecte, mais des collectes faites en pré-vente par des entreprises, mais surtout que ces 25% de campagnes qui sont des campagnes de prévente représentent 50% de la collecte globale du don récompense. Et donc, on est là en face d'un outil qui est absolument fabuleux pour l'amorçage des startups, mais on va en reparler en fil de cette discussion. Alors après, si on se pose la question du crowdfunding pour la Tunisie, et notamment dans ce sujet du don récompense, moi je suis convaincu, et je fais écho à ce que disait Monsieur le ministre tout à l'heure, je suis absolument convaincu que si la Tunisie veut être efficace en crowdfunding, il faut qu'elle se dote en plus qu'urgence également du sujet du don et du don récompense. Et je me suis amusé à fouiller. Il n'y a pas de réglementation sur le crowdfunding en Tunisie, pas encore en tout cas, et j'espère que ça va venir très vite, mais je me suis amusé quand même à regarder ce que des Tunisiens avaient pu faire sur d'autres plateformes en dehors de la Tunisie. Alors, c'est en général des Tunisiens plutôt issus de la diaspora, mais il y a aussi quelques Tunisiens résidant en Tunisie qui, avec leur famille diaspora, ont lancé des campagnes sur des sites, notamment des sites français. Et j'ai regardé ce qui se passait. Et je me suis aperçu, on a interrogé les sites qui ont fait un peu de projets tunisiens. Je pense à KissKissBankBank, je pense au site de Thamer Endam Co-Fondi, qui s'est lancé en France, mais qui visait la Tunisie. Je pense à Zoumal aussi, le site libanais. Et tous ces sites de don-récompense, je me suis aperçu qu'il y avait plus d'une centaine de projets qui avaient été portés par des Tunisiens et qui avaient été financés avec succès sur ces plateformes. Donc, on voit qu'il y a déjà de la demande alors que le métier n'existe pas en Tunisie. Et surtout, j'ai été assez bluffé de voir le nombre de candidatures, puisqu'on a interrogé chacun de ces sites en disant « Oui, mais ok, vous avez des projets qui ont été financés, mais combien vous aviez de demandes en nombre de projets ?» Et en fait, on s'est aperçu que rien que sur ces 3 sites, il y avait plus de 3000 dossiers qui avaient été déposés. Alors, beaucoup n'ont pas été retenus parce que soit c'était des dossiers de résidents tunisiens et c'est légalement pas possible, soit c'était des dossiers pas viables, pas sérieux, etc.
Mais quand même, le crowdfunding n'existe pas en Tunisie. En quelques années, vous avez 3000 Tunisiens qui ont déposé des dossiers déjà sur les sites extérieurs à la France, extérieurs à Tunisie, pardonnez-moi. Et ça ne s'est fait que sur l'outil du don récompense. Donc, je pense que là, on a un signe qui est vraiment tout à fait symptomatique. Alors, on vous transmettra peut-être la présentation pour ceux que ça intéresse. Je me suis amusé ici à faire une frise, on va passer rapidement, mais qui là encore schématise la différence entre le crowdfunding d'épargne et le crowdfunding d'autocollecte. Et on voit les outils, suivant les outils du crowdfunding, s'ils se placent plutôt dans une dynamique de crowdfunding d'autocollecte ou plutôt dans une dynamique d'épargne. Et vous voyez que les outils de prêt solidaire, de dons et de dons récompenses sont des outils d'autocollecte en ce que, quand on interroge les sites, 90% de l'argent levé sur ces sites, par exemple en dons récompenses, c'est de l'argent qui vient du cercle proche des amis, hors prévente. Et à l'inverse, quand vous interrogez les sites de prêt commercial, de prêt rémunéré ou d'equity, les sites vous disent que 80% de l'argent qui est levé sur les projets, ça vient des épargnants que le site a prospecté. On n'est donc pas sur de l'autocollecte. Donc voilà un petit peu l'univers de ces outils. Et encore, j'aime bien cette façon de distinguer le crowdfunding d'épargne du crowdfunding d'autocollecte, parce que ça n'a rien à voir, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon, et surtout, ça ne se déploie pas à la même vitesse. Là encore, si on veut aller vite, il faut absolument implanter le don récompense en Tunisie. Alors, je vous propose une quatrième petite question. Je pense que tous les gens qui sont connectés autour de cette table, que ce soit en live ou en Facebook, j'avais envie de vous poser la question parce qu'elle me démange depuis des jours. D'après vous, j'ose pas dire pour la Tunisie, mais d'après vous, quel est l'outil qui vous paraît le plus utile dans la dynamique économique d'un pays? Alors, j'ose avouer que ma question est un peu tendancieuse, mais quand même, j'avais envie de vous sonder tous et toutes là-dessus. Donc, je vous laisse nous donner au moins votre avis sur la contribution, l'utilité de chacun de ces outils à la dynamique économique d'un pays. Alors, je ne sais pas si on pourra avoir sur les 4 réponses, mais notamment sur celle-là, le nombre de personnes qui ont répondu. Ce n'est pas un sondage, mais ça y ressemble un petit peu. Voilà, écoutez, je vous remercie d'y répondre le plus nombreux possible. Voilà, on va voir ce qui sort. Mais vous avez deviné que par la question, je suggérais ma réponse. Je vous laisse. Alors, est-ce que la réponse va s'afficher? Alors, réponse, et la question. Donc, le don récompense à 58%, pardon, le prêt à 12% et l'equity à 30%. Je pense que c'est vraiment très intéressant comme réponse parce que quand on voit la valeur ajoutée du crowdfunding, et je vais parler de mon exemple, je connais le mieux la France, la réponse que vous faites est exactement la bonne. C'est que la valeur ajoutée du crowdfunding est totalement évidente sur le don récompense. Elle est absolument claire pour l'equity. Elle est un petit peu moins évidente sur le don pour les raisons que je vous dis, le prêt, pardon, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait les sites de prêt sont très sélectifs dans le monde et que du coup ils ont tendance à empiéter un peu sur le travail des banques et ils ne sont pas très fondamentalement pas très élargis en termes de diffusion. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter. On pourrait en parler pendant des heures, hein, parce que c'est un sujet évidemment que je connais bien pour y baigner depuis 12 ans. Après, je voulais nous projeter un petit peu dans ce en quoi le crowdfunding pourrait aider effectivement une relance en Tunisie post-Covid. Alors, évidemment, il y a une évidence, hein, c'est que de toute façon, quel que soit le métier qu'on regarde, le crowdfunding est l'allié de tous les porteurs de projets. Donc, il est l'allié des entreprises de qualité, hein, avec la dette et l'equity. Il est un incroyable booster pour les startups et il permet à tout un tas de jeunes, de jeunes, moins jeunes d'ailleurs, de financer tout un tas de projets, même hors startup, hein, des projets culturels, des projets locaux, des projets sociétaux. J'ai envie de dire que c'est quasiment un outil de financement de la société civile, hein, si on veut aller au-delà même de la logique entrepreneuriale. Et donc, évidemment, si on est convaincus tous et toutes que le crowdfunding est un très bon outil de financement de projets, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas contribuer à la relance économique en Tunisie. Alors, je vous ai parlé de ce fameux chèque de 2,5 milliards. Alors, c'est un petit clin d'œil, mais quand même, si on va un peu dans la granularité de ce chiffre, hein, donc comment on l'a calculé, on a regardé cette étude de la Banque mondiale, alors elle date de 2013, pardonnez-moi, mais
qui venait estimer que le potentiel du crowdfunding pour les pays en développement émergents était de 96 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le poids du PIB tunisien dans l'Afrique et dans le monde des pays en développement et émergents. Et puis on a fait un calcul, alors il vaut ce qu'il vaut, hein, mais on a estimé qu'effectivement ça pouvait représenter dans les 8 à 10 ans qui viennent un potentiel de 2,5 milliards. Et si on regarde la division dans le monde, hein, la collecte en crowdfunding se fait à peu près à 40% sur la collecte globale, à peu près à 40% sur le don récompense, à 50% sur la dette et à 10% sur l'equity. Ben, ça pourrait faire autour de 1 milliard de dinars tunisiens qui pourraient financer par du don récompense tout un tas de projets en dehors des projets d'entreprise. Donc ma question est un peu provocatrice, mais passerez-vous à côté de ça? Là encore, vous l'avez compris, je pense qu'il faut absolument que la loi tunisienne se complète de l'outil de don et de don récompense. Alors là, je me suis permis de prendre quelques thématiques qui me paraissaient des thématiques fortes d'une relance de l'activité en Tunisie. Le premier, c'est évidemment c'est le sujet, depuis que je viens en Tunisie, c'est le sujet que j'entends le plus chaque fois que je viens et qu'on parle avec les acteurs économiques, c'est le chômage des jeunes. Niveau de chômage des jeunes, 33%, on parle peut-être d'un taux qui monterait à 38% dans le cadre de la crise Covid. Mais j'ai envie de dire, là encore, ce serait une erreur de ne pas référencer le don récompense dans la loi, parce que c'est le meilleur outil, j'ai envie de dire, d'empowerment des jeunes, puisque c'est le don récompense qui va permettre évidemment de lancer tout un tas de startups. C'est le don récompense qui va permettre de financer des projets personnels. Le nombre de jeunes qu'on voit financer leurs études en lançant une campagne de don récompense et en collectant de l'argent autour d'eux, ne serait-ce que. Ça va être des projets d'auto-emploi qui vont être financés par du don récompense. Ça va être toutes les startups. Ça va être le refinancement du microcrédit. Alors évidemment, le microcrédit est un outil fondamentalement important en Tunisie. Mais aujourd'hui, les institutions de microfinance tunisiennes se refinancent auprès d'institutions, de banques et d'institutions, mais aussi par rapport à des plateformes de crowdfunding. Babylone, que j'ai lancé il y a 12 ans, est une plateforme de refinancement d'institutions de microfinance dans le monde du crowdfunding. Donc le microcrédit a également sa place dans le crowdfunding. Donc évidemment, le sujet de l'emploi des jeunes est un sujet qui me paraît évidemment très chaud. Après, je vous en ai parlé, donc je ne m'appesantis pas là-dessus parce que c'est une évidence, mais la création d'entreprises, au-delà des jeunes, la création d'entreprises, c'est le sujet du don récompense, est un formidable sujet d'amorçage des startups, donc il faut y aller. C'est l'allié des accompagnants. Tous ces outils sont des outils qui nécessitent beaucoup de pédagogie, parce que bien maîtriser une campagne d'equity ou d'investissement, oui, mais il faut savoir comment ça marche. C'est des campagnes longues à mener qui sont complexes. Le don récompense, c'est la même chose. Donc, il faut être aussi accompagné. C'est aussi le rôle des incubateurs, des pépinières, des programmes de mentorat, etc., que de s'emparer, et ils adorent ça, s'emparer des outils de don récompense et des outils de crowdfunding pour expliquer à leurs jeunes pousses comment s'en servir, et en général, ils le font très bien avec elles. Il est surtout un complément dans la création d'entreprises. Le crowdfunding est un très bel outil de complément du love money. Je peux lever autour de moi, mais de manière un peu plus large. Puis je l'ai dit, le lancement de produits d'autres acteurs, etc. Donc, très bel outil de création d'entreprise. Le soutien aux entreprises, on en a déjà parlé. Évidemment, la difficulté des entreprises en Tunisie, et tous les pays qui sont confrontés, la France, c'est quelque chose de terrible aussi en ce moment. Et bien, dans ce contexte-là, mais je l'ai déjà dit, les outils de prêt commercial et d'equity vont répondre aux besoins de certaines de ces entreprises. Là encore, je vous ai dit que c'était un outil qui était assez élitiste. Néanmoins, des entreprises qui étaient des entreprises de grande qualité, notamment des entreprises de taille moyenne ou des startups déjà très matures, qui ont fait une preuve de concept et qui sont quasiment à la rentabilité, ces entreprises vont pouvoir effectivement accéder à ces outils et retrouver de la trésorerie, renforcer leurs fonds propres, parce que beaucoup d'entreprises sont en train de pardonnez-moi l'expression, de pomper leurs fonds propres via la dépense de leur trésorerie du fait de la violence de la crise. Donc là, on a des outils qui vont pouvoir répondre, mais là encore, j'ai envie de dire, malheureusement, ou je ne sais pas, aux meilleures d'entre elles, en tout cas, il faut vraiment l'avoir en tête. Ce que je voulais montrer aussi, par le graphique que vous avez, le schéma que vous avez sous les yeux, c'est que, en fait, les outils du crowdfunding dans la courbe de vie d'une entreprise sont des outils qui ont chacun leur position à un moment très particulier de la vie de l'entreprise.
et que, comme vous le voyez ici, hein, le don récompense, quand on parle de création d'entreprise ou de développement d'entreprise, c'est un outil qui va être essentiellement utilisé sur le début de la vie de l'entreprise, hein, donc en amorçage, autour du love money, etc. Et c'est d'autant plus important que c'est justement, mais c'est valable pour la Tunisie, c'est valable pour la France, c'est valable pour tout un tas de pays, c'est justement le moment de la vie d'entreprise où il n'y a pas les outils. Monsieur le ministre en parlait tout à l'heure, hein, en Tunisie, en France, c'est la même chose. Il y a très peu de véhicules, d'outils pour financer les startups en amorçage. Dès lors qu'on a un outil du crowdfunding qui fonctionne admirablement sur ce segment, ça serait dommage évidemment de ne pas l'avoir dans la boîte à outils. Et vous voyez, le crowd equity est un outil, alors il va se mettre à différents endroits suivant la qualité des startups. On a des startups qui sont encore en perte, qui vont lever du crowd equity, donc on aurait pu le mettre aussi en dessous du seuil de rentabilité, mais quand même qui sont des entreprises plus matures. Et le crowdlending, on est sur des entreprises qui ont prouvé qu'elles sont capables de rembourser une dette, donc qui sont des entreprises fondamentalement rentables ou avec des forts cash flows. Et donc vous voyez sur cette courbe, et j'ai mis en dessous en comparaison avec les outils classiques du financement, que chaque outil a sa justification à un moment précis de la vie de l'entreprise et que ça serait dommage, je pense, de n'avoir une loi qui ne couvre que le dessus de la ligne, hein, au-dessus de la ligne de flottaison du seuil de rentabilité, alors qu'on a un très bel outil en dessous au démarrage des entreprises, le don récompense. Alors, dans les autres utilités, j'ai mis tous solidaires, parce qu'on a parlé beaucoup du don récompense depuis tout à l'heure, mais dans les outils de crowdfunding de dons, il y a aussi les outils de dons purs. Et toutes ces plateformes dans le monde qui permettent à des porteurs de projets solidaires, hein, donc des ONG, le tissu associatif, la société civile, enfin, etc., qui ont besoin de lever de l'argent, des petites sommes pour financer des projets d'intérêt commun, de bien commun, d'intérêt général, de solidarité, etc. Ce sont évidemment des projets qui vont fortement utiliser l'outil du don récompense, mais aussi les plateformes de dons purs, hein, qui sont une déclinaison des outils de crowdfunding de dons. Elles sont très importantes. Hein. Moi, je pense souvent à la Tunisie. Moi, quand je me souviens, quand je venais vous voir après, au lendemain de la Révolution, il y avait tous les membres de la diaspora tunisienne qui voulaient donner de l'argent au pays. Et je me souviens avoir rencontré tout un tas de personnes de la diaspora qui disaient « Ouais, mais on n'a pas d'outils pour donner de l'argent, alors ça reste à la famille, enfin, etc. » Les outils de dons sont des formidables outils de démultiplication de la collecte sur des causes de solidarité. Évidemment, ils sont également très utiles. Alors, j'ai mis enfin deux petites catégories. Je vois Mazen qui commence à me faire des signes parce que le temps passe, et j'en ai bientôt terminé. J'ai mis deux autres sujets qui me paraissent symptomatiques de la façon dont on pourrait utiliser le crowdfunding en Tunisie dans une logique. C'est penser local. Le crowdfunding, notamment le crowdfunding de dons récompense, mais aussi le crowdfunding d'equity, ont fait leurs preuves sur ce que j'appelle des causes locales. Vous êtes dans un village et vous avez une boulangerie qui est en train de fermer parce qu'elle manque de fonds propres ou elle n'a plus assez de trésorerie. Vous avez une entreprise historique d'une petite ville moyenne que tout le monde connaît depuis des générations qui, pour une raison X ou Y, traverse une difficulté, manque de fonds propres, etc. Eh bien, le jour où cette entreprise que j'appelle locale va lancer une campagne, que ce soit une campagne d'equity ou une campagne de dons récompense, et qu'on va communiquer sur cette espèce de cause locale, eh bien, on arrive à faire des campagnes absolument merveilleuses parce que les gens locaux se mobilisent tous parce qu'ils veulent sauver l'entreprise ou le projet local. Je peux vous dire, ça fonctionne extrêmement bien. Moi, j'ai vu des exemples partout dans le monde qui sont absolument fabuleux de cette levée de fonds autour d'une cause locale. Et enfin, j'ai mis un dernier point, c'est qu'on a vu partout dans le monde, chaque fois qu'on a déployé les outils de crowdfunding, le sujet des collectivités territoriales qui s'emparent également souvent de ces outils pour permettre du cofinancement de projets locaux de type intérêt public. Hein. Donc, ça va être une collectivité territoriale qui va manquer d'argent pour assurer la rénovation d'une école, par exemple, hein, ou d'un centre culturel ou sportif, eh bien, où l'État ou la collectivité territoriale va investir de l'argent dans ce projet, mais va à côté adjoindre une campagne de crowdfunding pour doubler, pour abonder l'argent qu'elle est capable de mettre auprès de la population. Et ça aussi, ce sont des approches qui fonctionnent bien. Et donc, tous ces outils toutes ces façons d'utiliser le crowdfunding sont des belles façons de dynamiser le tissu économique. Et effectivement, plus on les met vite en place,
plus elles vont pouvoir se déployer rapidement et être contributives d'un plan de relance pour la Tunisie. J'ajouterai une chose, encore pour conclure sur cette histoire du don récompense, c'est que le don récompense, je l'ai dit tout à l'heure avec les jeunes, est un très bel outil d'empowerment, en sens que quand vous offrez à des jeunes, à des gens qui ont un projet en tête, quand vous leur offrez un outil de financement comme celui du crowdfunding, eh bien les gens vont se lancer dans leur projet. Combien de fois j'ai vu des porteurs de projets, avant que le crowdfunding, moi j'étais banquier pendant 12 ans, pendant 12 ans avant que le crowdfunding n'émerge et que je bascule ma vie dans le crowdfunding, le microcrédit par Internet, etc. Mais quand j'étais banquier, le nombre de fois où j'ai vu des gens, des jeunes qui avaient un projet et qui me disaient « mais ouais, mais ce projet, je ne peux pas le faire ». Et donc, ils restaient avec leurs rêves chez eux, au fond de leur tête, et ils ne lançaient jamais leur projet. Du jour où le crowdfunding est arrivé, on a vu une quantité fabuleuse de tous ces jeunes, tous ces gens qui avaient des projets en tête et qui d'un seul coup ont pu les faire, tout simplement parce qu'on leur offrait l'outil de mobilisation des sommes nécessaires au lancement de projet. Et je pense que c'est la plus belle des choses dans le crowdfunding que de se dire que le numérique a inventé un outil citoyen de financement de projet qui est fabuleux et qui libère aussi l'esprit d'initiative, qui libère l'esprit de créativité, l'esprit d'initiative, l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit de lancement de start-up. Et je voudrais conclure par ça. Donc, je ne peux que, ce n'est pas moi qui déciderai, mais je ne peux que vous inciter à y aller à fond, à y aller très très vite et surtout à n'oublier, s'il vous plaît, aucun des outils du crowdfunding dans votre loi qui est en gestation. Je n'oserais pas le clin d'œil des voisins de la Tunisie qui sont eux aussi, et pour certains, en train de s'équiper d'une loi totalement complète avec tous les outils. Voilà, mais pardon, j'ai trop parlé, j'ai dépassé mon temps, pardonnez-moi. Mais Merci Arnaud. Merci Arnaud. Non, mais il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à voir. Donc, c'est un sujet assez important et assez vaste. Merci pour ta présentation. C'est très, très intéressant. Et on a eu beaucoup de questions. Donc, je vais commencer par m'excuser si on ne peut pas répondre à toutes les questions. Mais je vais essayer d'en poser quelques-unes. Je vais commencer par toi, Arnaud, et après, je vais en poser une ou deux à M. Bouzouada après toi. Donc, on a reçu beaucoup de questions, donc on pourra peut-être potentiellement, si les gens sont encore intéressés, on pourra continuer ces discussions d'une façon ou d'une autre offline. Mais on va commencer par une question sur… donc, le crowdfunding fait parfois peur. On parle de blanchiment d'argent, financement de terrorisme, etc. Qu'en pensez-vous? Je vais t'en poser 2-3, comme ça tu répondras d'un coup. Aussi, on peut vous parler de dons récompenses pour lancer des startups. Comment ça marche? Comment on peut lever des fonds? Et est-ce que le don récompense, donc, est-ce qu'il est adapté? Comment il est adapté aux startups des services, du secteur des services? Encore une autre. Voilà. Est-ce que une autre question aussi, est-ce qu'une plateforme de crowdfunding peut avoir un business model mixte, c'est-à-dire investissement dont récompense? Je vais m'arrêter là. Il y en a beaucoup. On pourra essayer de trouver une façon de répondre aux autres questions sur Facebook, mais je vais m'arrêter à ces 3 questions-là. Ok. Je me lance, c'est ça. Alors, sur la première question, sur l'histoire du blanchiment, je suis content qu'on aborde ce sujet parce je pense qu'il y a une espèce d'épouvantail autour de ça dans tous les pays qui ont voulu se lancer dans des réformes sur le crowdfunding. C'est normal de se poser la question. Et dans tous les pays au monde où il y a eu des réglementations, on s'est posé la question parce qu'on était sur un outil de financement et un outil de financement nouveau. Et donc, forcément, il y a des angoisses de se dire, mais est-ce que cet outil ne va pas être utilisé, etc. Nous, en France, quand on a lancé la loi crowdfunding, toutes les jeunes plateformes, on a été interrogés par Tracfin, qui est venu scruter, savoir s'il y avait des failles dans nos systèmes, etc. Fondamentalement, on ne voit pas de choses effrayantes aujourd'hui sur le crowdfunding et blanchiment et argent du terrorisme, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je vais prendre le sujet du terroriste. Pourquoi un terroriste irait afficher sa campagne de levée de fonds? Alors évidemment, il va la cacher par un autre projet culturel et tout ce qu'on voudra, mais quand même, ce sont des campagnes qui sont visibles. Les flux d'argent sont tracés. Parce que moi, si je suis terroriste, que je présente un projet culturel pour masquer mon projet terroriste, etc. Derrière, les 50 personnes qui vont contribuer, on a les flux d'argent, on va tracer l'argent parce que toutes les données sont mémorisées par la plateforme de crowdfunding. Donc, c'est quand même assez singulier comme façon de faire. Ça peut être long en plus. On a vu le don récompense, c'est de l'autocollecte. Est-ce que je vais aller lever de l'argent auprès de ma sœur, ma belle-sœur, ma cousine, mes copains bon.
Donc, fondamentalement, cet outil, on n'a pas de preuve aujourd'hui fondamentale de financement du terrorisme par le don récompense et des plateformes de crowdfunding. Il y a une anecdote en France, hein, c'est la dernière grande campagne terroriste. L'un des terroristes avait acheté sa Kalachnikov par un crédit au CTLM, donc établissement de crédit, pas du tout par une plateforme de crowdfunding. C'est un clin d'œil, mais… Et le deuxième point là-dessus, c'est que toutes les réformes de crowdfunding dans des pays ont prévu l'adossement des plateformes de crowdfunding pour les flux d'argent à un établissement de monnaie électronique. Et en Tunisie, ce serait, je pense, Tunisie monétique. Et donc, c'est l'établissement de monnaie électronique qui va vérifier que le moyen de paiement utilisé, qui va être une carte de paiement, jamais le cash, jamais du cash, eh bien, va vérifier que le moyen de paiement, la carte de crédit, par exemple, a bien été émise par une banque, va faire le KYC, vérifier, etc. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, il y a tellement de contrôle et d'informations retenues par le site que ça paraît compliqué de vraiment beaucoup blanchir là-dessus et sûrement pas financer le terrorisme. En tout cas, on a peu d'exemples, on n'a pas d'exemples là-dessus jusqu'à maintenant. Donc, ça fait peur, mais pas plus que n'importe quel autre outil de la finance. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller pour ça. Alors, vous me demandiez ensuite sur le financement des startups. Comment on l'utilise pour lancer une startup et aussi, est-ce qu'on peut financer du service, des prestations de service, etc. Alors, l'amorçage d'une startup, on va utiliser le crowdfunding de dons récompense. C'est le seul qui soit vraiment utilisable pour de l'amorçage. En fait, on va avoir, grâce aux dons récompenses, deux choses. On va avoir un formidable outil d'accélération de ce qu'on appelle la collecte de Love Money. Love Money, c'est, vous savez, vous collectez autour de vous. Bien, quand vous avez un outil numérique, ça va être beaucoup plus facile d'aller élargir votre champ de prospection, le fameux réseau d'autocollecte, votre champ de prospection de Love Money. C'est qu'au lieu de toucher votre grand-mère, votre sœur, vos frères et sœurs, vos copains, votre campagne de Love Money va se diffuser plus largement, notamment le cercle très large de vos amis sur Facebook, les amis de vos amis, etc. Donc, on a déjà un univers de collecte de Love Money qui est élargi, donc qui fait qu'on va lever plus d'argent. Deuxième chose, c'est que surtout, quand vous lancez une startup et que vous lancez un produit, ce sont ces fameuses campagnes de pré-vente, eh bien, tout simplement, vous allez vendre à l'avance le produit pour lequel vous avez besoin de lever de l'argent pour le fabriquer. Donc, voilà, je suis en train de créer un verre connecté de thé à la menthe pour la Tunisie. D'accord, c'est tout simplement un futur verre technologique qui sera connecté à mon smartphone et qui, en temps réel, pourra dire sur mon smartphone la température de mon thé à la menthe, le taux de concentration de la menthe et de sucre dans mon thé à la menthe. Vous reconnaissez que c'est un produit très, très utile pour la Tunisie. Sauf qu'il n'existe pas et que j'ai besoin, pour le financer, les moules, la technologie, etc., je vais avoir besoin, par exemple, de lever 100 000 dinars tunisiens. Et je vais faire cette campagne de pré-vente en proposant à la vente ce futur verre connecté pour le thé à la menthe tunisien, d'accord, à un prix réduit par rapport au prix que je le vendrais dans un magasin. D'accord, et chaque fois que les gens mettront de l'argent, la récompense, c'est que le jour où j'aurai fabriqué le verre, si tant est qu'il marche et qu'il soit utile, eh bien, je livrerai. Voilà, c'est l'exemple de la prévente. Alors, sur le service, effectivement, puisque là, on est sur du matériel, sur le service, c'est très variable. On voit qu'il y a des prestations en dons récompenses qui marchent. Je sais pas, je veux inventer un business de coiffeur à domicile. On peut très bien imaginer que je diffuse dans des médias sur la beauté et la coiffure, que je crée une start-up de coiffure à domicile et la récompense de la contribution, ça va être par exemple une coupe à domicile de ce service. Donc on peut imaginer, il y a des secteurs qui marchent plus ou moins bien, par exemple le logiciel informatique marche moins bien enlevé, il y a des secteurs qui marchent moins bien, il faut le reconnaître, il y en a qui marchent très très bien sur la culture. Lever de l'argent pour financer un film, un web documentaire, une BD, des jeux, il y a des sujets culturels qui marchent formidablement bien, etc. Donc il faut interroger les plateformes qui ont l'expérience des secteurs qui marchent plus ou moins bien. Donc voilà, mais globalement, on arrive à financer beaucoup de choses avec le don récompense en amorçage. Et il y avait une dernière question sur concilier don et investissement, c'était ça? Alors, business model mixte. Alors, business model mixte pour la plateforme. Il y a la plateforme et l'entreprise. Pour la plateforme, j'ai envie de dire non, parce que tout simplement, comme dans beaucoup de pays, je crois que la Tunisie s'apprête à, dans sa loi, ne pas permettre une plateforme de crowdfunding de faire les deux métiers à la fois.
hein, parce que les autorités de tutelle ne sont pas forcément les mêmes, ça complique les choses, ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers au niveau flux d'argent, contrôle, etc. Donc, deux plateformes ne feront pas le même métier. En revanche, rien n'empêche, évidemment, pour un porteur de projet, dès lors que, suivant ce qu'il veut faire, sa maturité est suffisante, mais rien n'empêche à une plateforme de faire deux campagnes en même temps, une de dons et une d'investissement, parce que ça ne va pas répondre aux mêmes choses. Je peux lancer mon verre connecté de thé à la menthe pour la Tunisie en don récompense, et puis très bien, dans les mois qui suivent, pourquoi pas, si ma startup est déjà un peu mature et qu'elle a l'air très sérieuse, lancer une campagne d'investissement. Donc on peut faire les deux quasiment en même temps. Je mettrai une petite nuance. Oui, Je pardon. pensais que la question était posée plus du côté de quelqu'un qui voudrait faire une plateforme. C'est pour ça que j'ai Est-ce qu'il répondu peut sur les deux. faire une plateforme? Oui, c'est ça. Donc la Parfait. réglementation devrait empêcher ça. Exactement. Et c'est une bonne transition puisque je vais passer à M. Bouzouada et on a eu beaucoup de questions aussi sur la réglementation. L'idée n'était pas d'aborder la réglementation dans notre présentation, mais je vais poser deux petites questions à M. Bouzouada et je vois que M. Bouzouada aussi voudrait répondre à une question qui a été posée par un participant. Donc, on a eu une question qui parle de contrôle et de surveillance et la question est qui va jouer le rôle du contrôleur, surveillant et superviseur au niveau national? Ça, c'est une première question. Et on est à une autre question qu'on a eue aussi. On est convaincu du concept, mais on a presque l'impression que la BCT serait impliquée dans chaque détail de transaction, ce qui alourdirait le processus comme une banque classique. Donc la question est, quel est le cycle de temps entre le moment où le projet est soumis et l'accès au fonds? Voilà. Et il y a une troisième question, je pense que à laquelle vous vouliez répondre, M. Bouzouada. Oui, oui. Et je vais vous laisser la parole. Allez-y. Merci. Donc, nous avons un peu plus d'une vingtaine de questions. On ne peut pas répondre à toutes les questions. J'espère qu'on aura beaucoup plus de temps la prochaine fois et on aura la possibilité de présenter les représentants du peuple à l'ARP. Peut-être on va s'arranger entre nous pour présenter un peu cette loi et pour donner davantage des informations très utiles et peut-être pertinentes. En ce qui concerne l'autorité de régulation et l'autorité de contrôle, dans ce projet de loi, nous avons prévu, comme ça a été présenté, nous avons prévu deux modes uniquement de crowdfunding, les prêts et, les prêts et les participations au capital. Donc, ces deux-là, comme les prêts, il s'agit d'une forme de financement à l'instar des banques, la Banque centrale qui représente l'autorité de régulation et qui, elle, va jouer le rôle de régulateur. Et le CMF, dans le deuxième mode, le CMF, puisque les fonds, les SICAR, les fonds d'investissement, les SICAR et les FCPR sont régis par cette réglementation. Donc, c'est clair. Pour ce qui est donc, de la deuxième question, la Banque centrale pratiquement intervient dans tout le circuit. Moi, par contre, je dirais non, parce que dans le projet de loi, la BCT est l'autorité de régulation uniquement dans les prêts. Pourquoi? C'est pour donner les agréments, pour se conformer donc, à des règles, à l'instar de ce qui se passe pour les banques. Il y a aussi la possibilité de créer, donc c'est facile à créer sa plateforme et peut-être par la suite, on va l'association des crowdfunders, à l'instar de ce qui se passe donc, pour les banques aussi, l'association des banques, et dont l'obligation sera obligatoire pour harmoniser un peu l'intervention et servir, que ce soit le financement des projets ou la relance économique, et pour éviter là, comme a dit M. Arnaud, éviter à ce que nos jeunes ne réalisent pas leurs rêves et nos jeunes parviennent à ériger leurs projets et à financer leurs projets. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu ou pour le projet de loi aujourd'hui,
le projet de loi est disons light, ne présente pas des difficultés, mais par contre, dans les décrets d'application, on a préparé 2 décrets d'application pour les 2 modes. Peut-être il y a des détails. Si on voit les détails dans les décrets, on peut dire ça, mais le projet de loi ne présente que des généralités pour organiser un peu cette activité et pour mettre en place des règles générales pour ces plateformes-là. Et merci, voilà. Parfait, parfait. Merci, Monsieur Bezouada, merci beaucoup. Encore une fois, merci à tous. On a déjà dépassé le temps qui était alloué. On va essayer de trouver une solution pour répondre à toutes ces questions. Et à toutes, c'est un très bon engagement. On a reçu beaucoup de questions. Malheureusement, le temps ne permet pas d'y répondre maintenant, mais on va partager donc la vidéo sur notre plateforme et les plateformes de nos partenaires pour ceux qui voudraient la regarder. Et puis, la présentation aussi de Arnaud Poissonnier, on pourra la partager avec les intéressés. Si vous voulez nous envoyer votre adresse email sur Facebook, on fera en sorte qu'elle vous sera envoyée. Merci encore, Monsieur Bouzouada. Merci, merci Arnaud. Et puis, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, Mazen. Et peut-être s'il s'avère utile, je vais voir avec mesdames et messieurs les députés, s'il s'avère utile peut-être à réorganiser une rencontre pareille, je vais vous contacter et on va… Bien sûr. Hein, d'accord? Bien sûr. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne journée Parce à tous. que la petite vient en mangeant. Voilà les questions. On a répondu que 4 questions, mais nous avons 23 questions et je pense que tout le monde veut davantage d'informations. Exactement. Tout à fait. OK. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde. Merci nos députés. Merci les présents, les intervenants dans le domaine du financement, des administrations, mes collègues, chers amis. Et à bientôt. Shahia Taïba tout le monde. Shahia Taïba. Merci à vous. Merci à vous. Merci.